Bonjour à tous. Avant de commencer sur ce nouvel épisode du podcast, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez déjà dans un premier temps utiliser directement notre code stratège sur le site NutriPure. Ce sont les meilleurs compléments et la meilleure supplémentation qu'on peut recommander à nos athlètes et qu'on utilise également pour nous-mêmes. Donc vous pourrez trouver tous les compléments que vous avez besoin pour pouvoir progresser dans les sports de force. Et évidemment, si vous souhaitez pouvoir soutenir ce podcast, vous pouvez tout à fait mettre un like, laisser un commentaire ou vous abonner directement. Ça nous aidera énormément et ça nous permettra de continuer à produire ce type de contenu. On se retrouve avec Romain et Eliam. On va parler de la thématique qu'on a déjà traitée sur le podcast, mais on va essayer d'aller beaucoup plus loin. On a eu une idée de parler finalement de la spécificité et d'essayer d'aller au-delà de simplement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, là-dessus, je vous renvoie directement à un podcast qu'on a fait qui s'appelait Faut-il s'entraîner uniquement avec du SBD? Mais là, sur la spécificité, on voudrait essayer d'élaborer un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire finalement la spécificité et à quel point on peut s'entraîner de manière spécifique? Est-ce qu'il faut le faire ou non? Et là-dessus, il y a plein d'axes qui nous semblent peu ou pas abordés. Donc évidemment, on va essayer de dépasser le simple on est spécifique si on fait les mouvements de compétition. Ça, c'est la définition de ce que veut dire spécifique. On va essayer d'aller un peu plus loin sur les formats, les qualités d'exécution, ce qu'on peut faire. Et là-dessus, on voudrait essayer de partager un petit peu notre réflexion. Je vais commencer par et je vais vous prendre la parole en premier, je ne vais pas vous la donner. Comme ça, je vais directement raconter un truc. Je pense que sur la spécificité, on a tendance, en fait, je pense, à passer un peu à côté de ce que ça veut dire. En fait, je pense qu'on réfléchit souvent en termes de spécificité, en termes de mouvement, et pas en termes de qu'est-ce qu'on a envie d'obtenir. C'est-à-dire que la spécificité, c'est effectivement, si on fait du power, on a besoin de faire du squat, du bench, du dead, ça, on est 100% d'accord. Mais si on est powerlifter, notre but, c'est d'être le plus fort sur un 1RM. Donc en fait, est spécifique tout ce qui va faire monter le 1RM. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux faire du SBD, si tu fais des séries de 20, tu es spécifique sur le mouvement, mais le format n'est pas forcément très spécifique. Et je pense que ça, c'est peut-être un point d'entrée sur le fait que la spécificité, c'est un spectre et qu'il faut essayer d'adopter ce spectre, en fait, pas uniquement sur le mouvement, mais sur les formats, sur ce qu'on va faire, sur la technique, sur l'organisation des séances, sur l'organisation du microcycle. Enfin bref, ça peut partir dans tous les sens. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, sur la spécificité? Est-ce qu'il y a un aspect, vous pensez, qui est un peu ignoré de la spécificité, qui dépasse uniquement le choix des mouvements? Romain, c'est à ton tour. Ou Eliam. Eliam, vite sauf, vite sauf. William parler. Ouais, je suis d'accord. Tu as bien raison quand tu parles aussi des formats. Je pense que déjà, c'est un spectre, mais il y a aussi plusieurs couches. Parce que vraiment, si on veut parler de la spécificité absolue, ça serait littéralement d'aller faire ton mouvement en compétition. Et donc, même en termes on va dire, les conditions aussi d'entraînement sont aussi un facteur de spécificité. Genre, rien que le poids auquel tu t'entraînes, des choses comme ça, c'est aussi des facteurs à prendre en compte dans la spécificité, j'ai envie de dire. Ok. Romain, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, pour la spécificité, avant qu'on essaie de décortiquer un petit peu, mais est-ce qu'il y a des choses sur la spécificité, à ton avis, qui sont un peu sous-évaluées ou pas du tout pensées même? Moi, je trouve que de base, le fait de se dire qu'il faut être absolument spécifique, etc., c'est un peu un truc de mongol. Parce que tout le monde s'accorde à dire que tu vas pas faire un mythe tous les jours pour progresser. Et que, en fait, le degré de spécificité, en fait, on s'en fout, tu vois. Ce qui doit être spécifique, c'est ta réponse à une problématique, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour progresser. Et cette problématique-là, il faut que tu aies une réponse adaptée pour t'amener vers ce but. Donc, effectivement, il peut y avoir des problèmes de spécificité pour n'importe quel problème. Donc, il y a les grandes lignes dans le sens où, vu qu'on veut tous devenir forts, plus ou moins sur le squat, bench, deadlift, il faut tous qu'on fasse du squat, bench, deadlift. Là-dessus, on est d'accord. Pour le street lifting, c'est la même chose. Maintenant, on rencontre tous des problématiques qui sont plus ou moins différentes. Et à ce moment-là, il faut un problématique spécifique à la, à la problématique qu'on rencontre. Et en fait, j'aime pas utiliser tout le temps le mot spécifique, mais tu as compris l'idée. Genre, en fait, l'idée, c'est de se dire que tu te bases pas simplement sur les mouvements, qu'il y a aussi tout l'aspect solution qu'il va y avoir derrière. C'est-à-dire que tu as, un problème dans ton truc, pour une raison X ou Y, il y a un obstacle que tu n'arrives pas à passer. Et l'obstacle, plutôt que de se dire, OK, je fonce dans le mur parce que le spécifique, c'est tout droit et tout, bah, parfois, c'est, je sais pas, prendre une échelle pour passer au-dessus, tu vois. Je sais pas si c'est hyper clair. Là, j'ai fait je comprends ce que tu veux dire, ouais, je comprends. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, dans le sens que, comme tu parles un peu en mode problème et tout, problem solving, la spécificité, genre, c'est un outil, et c'est pas genre une fin en soi, comme tu dis, genre, enfin, Ouais, on s'en fout. En fait, au final, ce qui compte, c'est le résultat, tu vois. ouais. Ouais, si tu arrives à devenir très très fort, bon, je prends un exemple extrême, mais pour illustrer, mais si tu vois que ton squat il monte et que c'est peut-être le leg extension qui le fait monter,
bon, t'es pas spécifique, mais si ça fonctionne, tu vois, pour moi, le côté spécifique, c'est un outil, c'est une métrique qu'on pourrait mesurer, pourquoi pas, si tu es plus ou moins spécifique, mais moi, je préfère l'idée de notre spécificité, c'est notre sport, en fait. C'est ce qu'on veut arriver à faire, ce qu'on veut arriver à faire bouger, en fait. Définition spécificité, Romain, c'est parti, est-ce que tu as une définition? Bah, je pense que déjà, en fait, pour moi, il y a deux concepts qui s'opposent un petit peu. Il y a le fait d'être spécifique en mode tu fais ce que ton sport te demande de faire. En gros, tu fais les mouvements du sport. Et spécifique en mode tu cibles le problème que tu dois résoudre. Et pour moi, c'est pas vraiment la même chose, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est une bonne définition et ça montre déjà, tu vois, que la spécificité, c'est un peu plus large en fait. C'est pas juste, on peut pas, ça se résume pas juste à faire les mouvements de pompe. Je suis d'accord avec toi. Justement, quand tu parles de problème, qu'est-ce que tu peux donner comme exemple de problème qu'il faut résoudre, par exemple, en étant plus ou moins spécifique sur le mouvement, entre guillemets? Ok, on va dire un truc très simple. Si tu te bases sur la notion bête et méchante de vas-y, il faut le plus possible toujours être le plus proche possible des standards de compétition, il faut que chaque entraînement, tu aies un water cut avant et tout. À ce moment-là, si tu pars uniquement de ce principe-là, tu vas te dire ok, vas-y, mon squat il est pourri, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire pour résoudre mon squat? Et bah, je vais mettre plus de volume et je vais le mettre plus lourd. Comme ça ressemble vraiment à ce que je fais en compétition. Je m'expose encore plus, encore plus, encore plus. Alors que, bon, bah, s'il y en a qui connaissent, vous allez finir comme dans Lego Star Wars quand vous avez plus de vie. Tu vas exploser en 1000 morceaux, tu vas retrouver ta colonne là-bas et tes hanches de l'autre côté. Sauf si tu t'appelles Guillaume Parisot. Il va prendre son shout-out à chaque podcast. Maintenant, il a remplacé Eliab. Il est trop fort, il est trop fort. On le salue s'il écoute, il est super fort. C'est pour ça qu'on lui fait une dédicace aussi. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le côté. Évidemment, on fait un sport de force, donc souvent un peu l'argument spécificité, c'est tu montes le poids, tu t'approches tu fais des singles, tu vois. Fais des singles, tu seras spécifique. Est-ce que toi, Eliam, il y a des choses, des problèmes spécifiques ou des problèmes, je vais pas dire spécifiques à chaque Ouais, fois. faut arrêter, je pense. Les gens, Ok, ils vont ok. On est dans la spécificité, voilà, on est dans la Moi, je vais plutôt poser une question à Romain. Et en vrai, je sais à peu près vers où il va orienter, mais parce que quand tu parles d'un problème spécifique, parlons par exemple de quelqu'un qui a du mal à verrouiller son deadlift. au hasard, hein. Au hasard, au hasard. Genre, est-ce que pour toi, je sais pas, la solution spécifique, ça serait de faire du block pull ou En fait, pour est-ce moi, que on ce serait s'en de faire un max, de genre de juste tirer 98% en single, genre? pour moi, en fait, le fait que ce soit spécifique ou pas, on s'en fout là, à ce moment-là. Tu vois, genre, si vraiment on raisonne en mode problem solving, bah, tu sais bien que faire du block pull pour améliorer son lockout, ça va ruiner ta vie. Tu vois, genre, la solution, c'est de mettre 120% de son max et de faire du rack pull. Tu vois, ça va jamais marcher. Souvent, il y a un problème au niveau de la position de départ, etc. Que tu peux régler en faisant des mouvements qui sont plus ou moins proches, parce que si concrètement, tu as bouffé des séries et des séries de comb deadlift et que ton verrouillage il est toujours éclaté au sol, pour des raisons diverses, il y a sûrement quelque chose à revoir et peut-être que c'est pas en faisant tout le temps la même chose que ça fonctionnera, tu vois. Là-dessus, je sais qu'on avait une réponse assez qui pouvait étonner certaines personnes vis-à-vis des variations, dans le sens où on disait, ok, tu fais pas une variation s'il n'y a pas d'utilité derrière, il faut vraiment qu'elle arrive comme une réponse en tant que réponse à une problématique. Et il y a un truc que j'avais vu qui était assez marrant, c'était dans des sports où ils lançaient des balles, tu vois, je crois que c'était du baseball. Et en gros, ils expliquaient que le meilleur moyen d'apprendre aux gens à bien lancer des balles, c'était par exemple, tu vois, de faire varier la distance. Genre, si tu veux, je vais dire une connerie, hein. Si tu veux apprendre au gars à lancer la balle correctement, peut-être à 10 mètres, là où il y avait des meilleurs résultats, c'était pas que chercher à envoyer la balle à 10 mètres, c'était essayer de l'envoyer à 5 mètres, essayer de l'envoyer à 20 mètres, par exemple. Et tu vois que le gars, il arrive à jauger un peu et que du coup, pour le 10 mètres, il soit calibré. Tu vois, c'était pas tout le temps faire la même chose. C'était aussi avoir un peu comme tu disais tout à l'heure, Roman, un spectre. Et ensuite que le mec, il sache bien jauger, en fait. Qu'il ait des repères. Ouais, mais on avait fait un post là-dessus, il me semble, sur la notion de transférabilité. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as la spécificité, ok, c'est une chose, mais tu as aussi cet aspect de est-ce que ce que je vais faire fonctionne en fait? C'est-à-dire, est-ce que ça peut parfois, tu as des athlètes qui, entre guillemets, parfois en étant peu spécifiques, encore une fois, sur le spectre, hein, c'est pas un absolu, eh bien, ils peuvent progresser plus vite qu'en étant très spécifiques. Je vais donner un exemple hyper concret.
J'ai un athlète qui s'appelle Lucas, qui a fait une comp ce week-end. C'était une comp qui n'était pas prévue, donc on avait un bloc qui était entre guillemets assez peu spécifique, c'est-à-dire que les formats, globalement, c'était du 6, 8, 10 reps. Enfin, il n'y avait pas de single, il n'y avait pas de doublé, il n'y avait pas de triplé. Enfin, on était sur quelque chose, entre guillemets, un peu un bloc orienté capacité de travail, bodybuilding, entre grosses guillemets, hein, parce que ça reste encore spécifique dans le sport, on fait du squat, du bench, du terre. Et préparation de comp, comme ça on apprend que 2 semaines, dans 2 semaines, il va falloir être prêt. Je lui dis, écoute, moi je te propose, on fait cette comp, mais on ne change pas tes formats, on continue la dynamique et on voit ce que ça donne. Il nous a sorti une masterclass nickel, tu vois, parfait. Quasiment mieux que des blocs où on avait été justement très spécifiques dans les formats, très single, doublé, triplé. Et donc, tu vois, si tu t'éloignes un peu de ces formats spécifiques, parfois tu peux être surpris en fait à quel point ça peut déclencher du progrès parce que tu réponds à quelque chose qui n'est pas toujours très identifiable. Hein. C'est pas parce que tu fais des x10 que tu es dans de l'hypertrophie et que si tu es dans des x1, tu es dans de la force. C'est souvent en fait beaucoup plus cette idée de transférabilité et de peut-être que tu vas arriver avec cet athlète-là à travailler quelque chose qui pour lui est spécifique pour devenir plus fort en fait. Et ça, je pense que c'est important à donner comme exemple s'il se reconnaît. Voilà. Avant de continuer, je te propose qu'on lise une liste de 10 synonymes de spécifiques que ChatGPT m'a fourni pour qu'on arrête d'utiliser ce terme. Ok, on a d'autres mots que spécifiques. Particulier, bon, pas terrible, distinct, caractéristique, précis, exclusif, spécialisé, concret, détaillé, défini, unique. Voilà. Spécialisé, j'ai l'impression que c'est bien. Spécialisé. Spécialisé, ouais, c'est bien. C'est pas mal. Mais en fait, le truc aussi, de manière générale, c'est que si tu penses toujours le même truc, en fait, ça me fait penser à un truc. Je vais donner une analogie assez bête, tu vois. Mais imaginons que tu fais du bricolage, t'as un trou et t'as plein de vis, tu vois. Et globalement, tu sais qu'il faut que tu fasses rentrer ta vis. Et en fait, si t'as pas la bonne vis, tu peux essayer de tourner comme un attardé, tu vois, ça va jamais rentrer. Et le truc parfois, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui raisonnent en mode ça marche pas, ça veut dire qu'il faut faire plus fort et tout, tu vois. Si tourner plus vite. La porte, elle veut pas se fermer, ça veut dire que tu dois la claquer plus fort. Mais déjà, est-ce que tu as verrouillé est-ce que tu as regardé que le verrou, il n'était pas encore mis, tu vois, parfois le mieux, c'est pas juste de bourriner. Et il y a des gens qui j'ai l'impression qu'ils captent pas ça en fait. Ils disent non, vas-y, la meilleure manière de faire, c'est toujours tout droit et vas-y, si ça va pas, tu fais plus fort, tu vois. Mais non, parfois il y a un chemin qui fonctionne mieux. Et même au niveau des cues, quand tu fais du cueing à un athlète ou que tu lui donnes des conseils pour améliorer une technique, un mouvement en particulier, si au bout de 1 ou 2 fois, il n'arrive pas à capter le truc, bon, évidemment, ça met du temps à se mettre en place, etc. Ça, c'est normal. Mais ça ne sert à rien de répéter tout le temps la même chose. Le gars, il connaît par cœur, tu vois. Il faut essayer de trouver peut-être une autre manière d'expliquer, etc. Ça ne sert à rien de... Je sais pas, tu te dis, ouais, 9 fois, ça n'a pas marché, peut-être la 10e. Ouais, si je le redis une fois de plus fort et avec un audio plus agressif, ça va fonctionner. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et je pense même que ça peut aller plus loin, tu vois. C'est si tu vois qu'un athlète sur son ARM, il y a des défauts techniques qui émergent pas sur certains formats. Eh bien, ces formats, ils sont pas forcément intéressants. Et pareil, tu vois, je prends un exemple vraiment super simple. Mais tu as des athlètes qui, par exemple, vont pas capter qu'au squat, il faut arriver à garder vraiment son centre de gravité au milieu du pied. Bon, je simplifie un peu, mais cette idée qu'il faut arriver vraiment que la répartition du poids du corps sur le pied est une composante ultra importante pour ta stabilité, pour ta def et pour ta force. Ok. Eh bien, il y a certains athlètes, tu vas leur dire, ils n'y arrivent pas. Et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'un squat tempo ou un squat posé, ou peu importe ce que tu veux faire, hein, là-dessus, tu choisis, c'est peut-être très spécifique, en fait. Tu vois, c'est très spécifique. On avait dit quoi ? Ouais, c'est très spécialisé, c'est très précis, c'est très ciblé. Voilà. C'est très distinct sur le problème. Mais tu vois, et dans ce cas-là, à mon sens, il faut potentiellement pour cet athlète, le tempo squat, il va être spécifique, en fait. Il va être spécifique parce qu'il va faire monter. Il va être ciblé, oh putain, je vais répéter spécifique, mais il va être adapté pour l'athlète pour le faire progresser, en fait. Et ça, je pense que vraiment, quand tu as atteint je pense notamment les athlètes qui très vite vont jouer la carte de je dis pas le mot, de la spécificité, hyper tôt dans leur carrière, en fait, ils ont l'impression que la solution, c'est toujours plus de spécificité théorique. C'est-à-dire, ok, bah, mon squat, il monte pas, mais je vais en faire plus, je vais faire plus de comp squat. Mon dead, il monte pas, je vais faire plus de comp dead. Je vais en faire plus dans la semaine, plus de formats proches de comp et tout. Et une fois que tu as dépassé le niveau débutant intermédiaire, il va falloir que tu réfléchisses autrement parce que ça marche pas éternellement. Sinon, tout le monde ferait
tout le monde ferait un 3x1 SBD 4 fois semaine et ça marcherait, quoi. Et c'est pas le cas. Et je pense que ça relève aussi parfois peut-être d'une incompréhension un peu du stimulus et de comment le corps s'adapte, de se dire que le fait de te faire toujours plus fort, plus en quantité, etc., c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Parce que si c'était le cas, tout le monde ferait 80 séries de bench dans la semaine, etc. Outre ça, tu as quand même la base qui est le stimulus auquel tu peux t'adapter, donc le cycle classique SRA. Donc le principe, il est très simple, hein. Il y a une courbe globalement où il n'y a rien qui se passe. Quand tu as un entraînement, il y a un stress, donc la courbe, elle descend. Ensuite, ça commence à remonter parce que ton corps, il commence à récupérer, donc il y a le principe de récupération. Et dès que tu commences à dépasser le niveau que tu avais avant, on passe au-dessus, et donc globalement, c'est l'adaptation, c'est le fait de progresser, c'est ce que tu recherches à l'entraînement. Mais en fait, le principe, c'est que si tu t'entraînes trop, à partir d'un certain moment, le stress, il a une demande en termes de récupération qui est colossale, ce qui fait que tu n'as pas le temps de t'adapter avant ton prochain training. Et du coup, tu n'es pas sur la dose optimale. Parce que moi, j'en entends souvent, tu vois, des athlètes qui me disent Ok, là, j'ai envie qu'on pousse un peu la machine, etc. Vas-y, est-ce qu'on passerait pas à beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'intensité, etc. pour progresser plus rapidement? Je dis, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Parce que si ça fonctionnait comme ça, on le ferait tous, tu vois. C'est pas toi qui décide. Mais en fait, c'est pas parce que tu te mets la misère à l'entraînement que tu vas mieux progresser. Évidemment, en fait, le problème, c'est que je pense qu'on est lésé par certains athlètes qui sont des athlètes de haut niveau et qui ont une différence entre le volume minimum, la quantité de travail minimum effectif qu'ils doivent produire pour s'adapter, qui est quand même très proche de leur limite en termes de capacité de récupération, ce qui fait que peut-être parfois à une ou deux séries près, il peut y avoir une grosse différence et donc le mec, il est clairement quasiment au bout de ce qu'il peut faire en termes de récup, parce que s'il ne fait pas minimum ça, c'est compliqué de s'adapter. Mais pour un athlète débutant, il n'y a pas du tout besoin de faire ça, même pour un athlète intermédiaire. Et je pense que même pour beaucoup d'athlètes avancés, à part si tu as 10 ans de tryhard derrière toi, mais t'as pas besoin de te mettre, en général, tu n'as pas besoin de te mettre la misère comme ça. Et parfois, il y a des trucs que tu as poncé pendant des années, et en fait, tu remarques que c'était peut-être un peu secondaire. Tu vois, je vais dire un truc tout con, mais pour schématiser, si on se dit que les mouvements spécialisés, donc les mouvements de compétition, le 90% de ton training, on est d'accord, ça représente la majorité. Donc, quand tu débutes, c'est normal de vouloir s'orienter plutôt vers ce genre de mouvement, de format, etc. Mais au bout d'un moment, ce qui te reste à gratter sur les 90%, ça peut être négligeable. Et si à côté, il y a des trucs que tu peux gratter sur le long terme, par exemple avec des exercices accessoires, même si au début, tu te dis, ouais, c'est une partie infime du travail, ouais, mais si cette partie infime du travail, tu ne l'as pas faite en amont, ça représente encore un gros potentiel de progression, tu vois. Là, j'ai fait une longue tirade. Non, mais c'est important parce qu'en fait, quand tu ouvres ce sujet-là, en fait, on ouvre la question du progrès, en fait. C'est comment tu fais pour progresser. Parce que quand on coach, quand on propose du suivi, on a une sorte de méta. C'est-à-dire qu'on a une sorte de pensée de comment on fait progresser quelqu'un. Ouais. On a une sorte de méthodologie. Et l'objectif de tout coach, c'est de faire progresser son athlète. Mais il y a des tendances générales. C'est-à-dire que pour 99% des gens, il va y avoir des choses qu'on a observées, qui sont basées à la fois sur ce qu'on connaît, ce qu'on a essayé, la littérature aussi. Mais en fait, souvent, je trouve que le côté être spécifique, il est invoqué super tôt et super excessif, en fait. Du coup, quand tu dis être spécifique, c'est en mode le fait de chercher à... Je vais schématiser, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Vas-y. On ne l'a pas encore trop évoqué. Nous, je pense qu'on a tous les trois une idée assez précise de ce que c'est. Du coup, je me permets quand même de repréciser. C'est en gros le fait de chercher à optimiser le maximum ses leviers, donc réduire son amplitude, être direct super proche de la barre, etc. Avoir des mouvements qui sont quasiment exclusivement des mouvements de compétition. On se dit que le reste, c'est plus secondaire en termes de progression. Il y a moins de potentiel, donc forcément, on se concentre sur ce qui présente la plus grosse possibilité de progresser. Et donc, voilà, on évite un peu tout ce qui est mouvement annexe, etc. Ouais, voilà, si tu veux être bon en course, tu cours uniquement, puis c'est tout. Tu vois, c'est un peu la même logique, mais sur les sports de force, c'est faire tes mouvements de comp. Donc oui, évidemment, on va jamais dire, enfin, n'importe quel suivi ne te dira pas ah non, il faut pas faire. Si tu veux être bon sur du SBD, tu peux ne pas en faire. Ça, personne le dit. Mais cette idée qu'il faudrait en faire et faire uniquement ça, et qu'en fait, la spécificité se ferait la réponse à tout pour progresser, je pense que tu tires une balle dans le pied, en fait. Je pense que c'est pas la meilleure manière de progresser, sinon c'est ce qu'on proposerait. De toute façon, il y a un truc qui est très simple. Quand tu regardes les joueurs de NBA, est-ce qu'ils font que du basket? Ils font de la muscu, ils travaillent leur détente aussi, tu vois. Quand tu regardes les boxeurs, c'est pareil, ils font du conditioning, etc. Pourquoi en force athlétique, ça serait différent, genre?
Et puis, de toute façon, c'est clair, puisque en fait, la spécificité, en fait, il y a des attributs athlétiques que tu as besoin pour performer que la spécificité ne développera pas, en fait. Rien que l'hypertrophie, je dis pas que la spécificité a un potentiel hypertrophique qui est nul, mais c'est quand même pas. Il y a certains axes que tu pourras jamais débloquer. Genre dans l'exemple de quelqu'un qui a une technique super optimisée, une amplitude super réduite et tout, je pense que faire des singles et tout, ça va, c'est assez pauvre en fait en termes Ouais, mais à ce d'hypertrophie. moment-là, tu sais quoi, Eliam, je vais te foutre dans la merde. Dans ce cas-là, si le gars, il te dit, OK, mais peut-être que si mon amplitude, elle est hyper optimisée, etc., peut-être qu'il y a des muscles qui sont sous-recrutés, etc. Mais s'ils sont sous-recrutés, sur les mouvements de compétition, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de plus les recruter? Parce que tu vois, si tu recrutes pas énormément tes ischios, je vais dire une bêtise, sur un soulevé de terre où tu as, allez, je vais grossir le trait 5 cm d'amplitude, bah, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu te battrais pour renforcer tes ischios si tu sais qu'ils sont très peu sollicités sur ton mouvement de comp? Ouais, parce qu'en fait, tout simplement, si tu te restreins juste à la spécificité, genre, et à juste ce que tu veux faire enfin, genre quand tu es en compétition, on va dire, il y a aussi d'autres aptitudes athlétiques que tu vas perdre à force et que tu as besoin limite pour performer. Je veux dire, si tu as un deadlift où tu vas me dire je ne recrute pas mes ischios parce que je suis super droit ou je sais pas quoi, il y aura forcément peut-être des moments où tu auras des déviations, où tu auras peut-être besoin d'avoir une chaîne postérieure qui est capable d'encaisser un petit peu plus. Et en fait, le fait de complètement négliger ça, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. J'ai envie de dire, un athlète de très bon niveau, c'est quelqu'un qui est capable de répondre à une demande par plein de, par plein d'alternatives. C'est-à-dire qu'il y a une base très large, en fait. Tu vas pas nous voir un athlète de très haut niveau qui n'est pas capable de soulever une barre autrement que dans sa technique, avec les pieds exactement au même endroit et tout. Il sait tirer dans plusieurs axes. Donc, si tu veux avoir juste quelqu'un qui a une pointe très aiguisée, mais une base aussi très fine, ben, je pense qu'il y a un moment où ça va pêcher pour une raison ou une autre. Ah, mais je vais te dire, encore une fois, je vais faire l'avocat du diable, mais supposons que le gars, il a une technique qui est parfaite, il sort jamais de sa trajectoire, etc. Pourquoi est-ce qu'il se ferait chier à corriger ça? Parce que, tu vois, faut se mettre dans la logique du gars. Il se dit, OK, le mouvement, je l'ai tellement répété, etc., que, vas-y, ma technique, elle est parfaite, je vais jamais sortir de mon amplitude, mon corps, il connaît le truc à fond, je vais pas avoir de déviation, je vais juste être efficace à 100% sur ce mouvement, parce que je l'ai répété des millions de fois, tu vois. Ah, t'es vraiment sur mes côtes là, Romain. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui est totalement optimisé sur de son axe et tout, imaginons typiquement les gens qui benchaient avec une amplitude avant la règle Ouais. des coudes, genre. Est-ce que quand on augmente l'amplitude des coudes, est-ce que c'est fin de carrière? Parce que ils se sont jamais entraînés à baisser un petit peu. Limite, ils ont perdu toute mobilité parce que en fait, ils font que ça. Enfin, et puis même, en fait, à force de pratiquer un mouvement dans une amplitude aussi réduite, tes muscles se raidissent. Tu peux limite perdre l'aptitude de pratiquer les mouvements que tu fais tout le temps. Si littéralement tu t'entraînes juste à cette amplitude. Donc, je pense que alors, juste plus de spécificité, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Franchement, là, j'avoue que le truc de la règle du bench, là, c'était le bon joker, là. C'était Non, non, mais c'est vrai, c'est la J'ai vérité, c'est la botté en vérité. touche là. c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Ouais, tout le monde s'est mis à faire du développé couché haltère, de l'isométrie en pompe profonde, tout ce que tu veux pour essayer d'améliorer en fait cet axe qui avait été, mais pendant des mois, si ce n'est des années pour certains, qui avait été négligé en fait. Et l'idée de faire uniquement du bench avec le coude sous l'épaule, c'était pas le seul axe à exploiter en fait. Et on voit bien que c'est ce que la majorité des athlètes ont fait. Ils ont essayé d'aller explorer aussi un peu de l'hypertrophie sur cette portion basse qui n'était pas suffisamment travaillée en fait. Et ça, je pense que c'est important. Il y a aussi, je pensais continuer un petit peu sur quand on aborde la spécificité. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, un truc sur lequel maintenant je suis beaucoup plus attentif, parce que vraiment c'est un truc où je pense que c'est ce qui explique parfois aussi que certains athlètes vont redébloquer des progressions assez importantes.
je suis très attentif aussi sur la spécificité de la technique. C'est-à-dire que tu as des athlètes qui, en série et en 1RM, utilisent des techniques différentes. Je vais donner un exemple classique. Roman Malo, par exemple. Non, Roman Malo. Roman Malo, il est spécifique. Il est spécifique surtout, spécialiste en toute spécificité, sur 10 RM, 8 RM, 1 RM, je fais ce que tu veux. Non, en vrai de vrai, je pense au truc par exemple sur le sumo. Le sumo, c'est un exemple, je trouve, qui est assez intéressant, où tu vas voir qu'en série, il y a des athlètes qui artificiellement arrivent à se mettre très droit, notamment si tu as des sangles, barres molles, basic fit et compagnie. La position, elle n'est pas du tout spécifique. Pourtant, le mouvement, c'est un mouvement spécifique, entre guillemets, tu vois. Mais si tu lui fais faire des x5, x6, x7, même si le mouvement il est spécifique, le format, c'est pas du 15 reps, ça reste sur le papier spécifique. La position qu'il adopte sur ces séries de 5 ou 6 reps, c'est pas une position spécifique. Enfin, c'est pas une position qui est précise et qui est suffisamment ciblée. Et qui est. Non, mais même, en fait, c'est juste. Si vraiment on raisonne comme ça en termes de précision extrême, etc., bah. Enfin, ouais, c'est pas la même position qui renforce, en fait. Donc, tu vois, dans l'exemple que j'avais donné à Eliam, si tu te dis tout le temps, ouais, vas-y, je m'entraîne que sur cet axe-là, etc., bah, en fait, tu vois, t'as le Terminator qui fait toc-toc à la porte et qui te dit, voilà, c'est bon, tu vois, ta technique, elle est pas bonne. Et en fait, quand tu vas te retrouver dans ta position de départ, tu vas essayer de tirer le slack et c'est la barre qui va tirer le slack de ton dos. Et tu vas te retrouver comme ça, tu vois, et après, tu vas verrouiller jambes tendues, ça va être impossible, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est un truc, je continue sur l'exemple du soulevé de terre, parce que c'est un exemple que je trouve très, très, très parlant pour beaucoup d'athlètes. Le fait que, pour certains athlètes, le fait d'améliorer leur soulevé de terre, ça vient parfois du fait de revenir à un hinge plus pur. Je m'explique. Je vois beaucoup d'athlètes qui, justement, ils essayent d'optimiser les leviers à fond, tu vois. Moi, je vais donner mon exemple personnel, parce que voilà, je tape sur les autres, mais je vais taper sur ma technique. À chaque fois qu'avec Romain, on voit qu'on enlève un peu un SLDL, un RDL, enfin bref, qu'il y a un moment dans la semaine où je fais pas de l'extension de hanche propre, pas avec un dos rond, optimisation des leviers et pousser avec mes quads comme un gogol, eh bien, ce qui se passe, c'est que, en fait, je suis très spécifique, mais progressivement, je perds la force que j'ai dans mon extension de hanche. Et donc, je vais pas dire que ma technique, elle s'amoindrit, mais bizarrement plus. On peut le dire. Ok, ma technique, elle devient claquée. Ok, on le dit. Non, allez, elle ne vient pas claquer parce que, je veux dire, enfin, en termes de performance, ça baisse pas forcément, mais je pense qu'il y a aussi le problème de l'exposition régulière aussi aux charges lourdes, fait que naturellement, je pense que pour beaucoup d'athlètes, enfin ouais, la majorité des athlètes, quand tu arrives tout le temps à te dire ouais, je suis sur des charges qui sont super lourdes, etc., bah parfois ton corps, je sais pas si on peut dire par fainéantise ou quoi, mais ça va être parfois un peu plus difficile de respecter les standards, etc. Et tu te mets beaucoup plus dans une position qui est un peu plus subie, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez déjà fait des 8 RM sur votre squat. Globalement, tu vois que la 8 RM, en général, elle est bien high, bien high. C'est pas la plus belle rep que tu as fait de ta vie en général, que ce soit pour la hauteur ou alors le squat gaufrier, tu vois, ça on a l'habitude. Mais et du coup, si tu t'exposes trop souvent à uniquement ce genre de truc, bah mine de rien, c'est toujours la même chose. Tu vois, sur les reps que tu vas faire en compétition, ta technique, ça sera la moyenne des reps que tu as répétées. Donc si tu as l'habitude de faire du gaufrier 3 fois sur 4, bah sur ton 1RM, tu vas faire du gaufrier aussi, tu vois. Ouais, tu peux entraîner ce gaufrier, mais tu peux aussi, tu vois, te dire, je vais entraîner entre guillemets, le pattern un peu sain. Et moi, là-dessus, je donne souvent un peu 3 exemples. C'est le squat, ça peut être le high bar. Tu vois, le high bar, il peut avoir cette fonction de te faire garder un pattern où tu engages tes genoux, parce qu'il y en a qui deviennent un peu fainéants, qui restent full hanche. Bon, ça peut marcher, hein, mais ça te garde, entre guillemets, un peu le pattern du squat. Le RDL, le SLDL, ou tout ce qu'on peut faire d'extension de hanche vraiment propre, c'est-à-dire où il n'y a pas de compensation avec parce que bon voilà, quand tu tires dos rond comme un dingue, tu peux aussi entre guillemets limiter ta flexion de hanche, hein. Enfin tu deviens vraiment fainéant dessus. Et au bench, c'est aussi d'apprendre à pousser, tu vois, sur un angle complet, enfin vraiment sur un axe complet, disons. Tu vois, c'est pas justement essayer de faire essayer de réduire toujours la ROM et compagnie. De temps en temps, tu vois, une bonne chest press, ça te remet les idées en place, tu vois, où tu finis avec, tu vois, vraiment le full ROM ou même
les dips, si tu les encaisses à la rigueur, tu vois, ça reste encore spécifique, mais tu vois, un truc où à un moment donné, tu fais le mouvement, enfin, le pattern, le patron moteur de ce mouvement-là. Et je pense que c'est un truc qui n'est pas spécifique au sens classique, mais qui peut être extrêmement spécifique, en fait, dans ta problématique et dans ce que tu veux essayer de résoudre, en fait. Et Eliam, quand j'ai parlé de l'extension de hanche, j'ai vu que ça t'a parlé. Qu'est-ce que tu avais à dire sur le hinge? Le sein hinge, le retour aux bases. Non, à chaque fois qu'on parle de hinge, moi, ça m'émeut un peu. Genre, voilà quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec le hinge? Explique-nous. Est-ce que c'est le secret de la Wi-Fi? Est-ce que c'est le secret de. J'ai l'impression que c'est la solution à un peu tout. Il suffit juste d'avancer les hanches finalement. Je suis d'accord que c'est important. Mais pour toi, tu as vu une différence justement au soulevé de terre quand tu gardais ce focus un peu sur du hinge et pas que d'optimiser ta technique comme sur du RRM par exemple? Bah, concrètement, je dirais que j'ai jamais vraiment cherché à optimiser ma technique, à réduire ma ROM ou des trucs comme ça. J'ai jamais eu ce genre de réflexion. Je dirais que concrètement, mes 3 mouvements se basent vraiment sur la sensation d'être fort et pas d'être sur une amplitude réduite. Genre vraiment, je cherche vraiment à me mettre dans une position où je sens que je peux produire beaucoup de force. Et ensuite, tant que je peux répondre au standard, donc en pensant vraiment au hinge, je sais que ça m'empêche en fait de faire des appuis cuisses. Là où peut-être avant, je pouvais être un peu plus fainéant et juste tirer la barre contre moi. Je savais que j'allais la monter, mais un peu plus loin des standards. Donc voilà, à partir du moment où je cherche à être dans une position où je peux produire beaucoup de force et qu'après j'ai un truc fondamental qui me permet de m'assurer que je suis proche des standards, je dirais au deadlift, c'est le hinge et qu'au squat, ça c'est vraiment la gestion de l'équilibre. Ben, je dirais que en fait, après, les choses s'alignent un peu toutes seules. Et puis honnêtement, tu peux tricher comme tu veux, mais même sur un squat où tu vois on voit beaucoup le cliché entre guillemets tu sais, du squat triceps bar, French low bar comme tu veux, tu vois la barre qui est vraiment très basse dans le dos. Les gens qui disent ouais vas-y je vais renforcer ma chaîne postérieure et tout. Eh, tu peux te placer comme tu veux, un squat au standard, ça va rester un mouvement à dominante d'extension de genou, tu vois. Genre t'as pas le choix. Genre, il y a un moment, tu peux renforcer ta chaîne post autant que tu veux, tu vas pas squatter avec tes ischios, donc il y a un moment, il faudra renforcer tes quads, tu vois. Tes hanches, ils passeront jamais en dessous du sommet de tes genoux si tu les plies pas un minimum. Bah, Donc, ça. Je sais pas, fais un effort, quoi. Plie-toi. Je sais pas, descends, non? Je sais pas, fais un petit effort, plie les genoux, quoi. Mais ouais, je pense que c'est important parce que sinon, il y a toujours ce truc un peu de OK, on fait le mouvement de compte, même si c'est un format un peu éloigné, OK, c'est spécifique, ça fait monter. Je suis pas sûr de ça et il faut vérifier la technique. Et ça, l'astuce simple que je donne à beaucoup d'athlètes, c'est filme-toi sur un 1RM et regarde ta technique en série. Est-ce que ça match? Est-ce que les deux matchent? Si ça matche pas, il va falloir se demander pourquoi. Il va falloir se demander si ce que tu fais fait vraiment évoluer ta 1RM, par exemple. Surtout quand tu stagnes et quand tu vois que tu as des trucs où justement ça se passe pas comme prévu. Mais tu sais que moi, justement, de plus en plus, je vais dévier un peu du sujet, mais je suis convaincu. En fait, je demande aussi aux athlètes parfois de se filmer moins, tu vois. Je le demande parce que j'ai l'impression que, en fait, quand tu te filmes trop, tu te bases trop sur le ressenti, enfin, tu sais, ce que tu vois visuellement. Et j'ai l'impression que certains athlètes, bon, filmez-vous quand même, parce que si on ne peut pas voir vos lifts, ça va poser problème, tu vois. Mais tu vas les en gros, deviner. le problème, c'est que en fait, je vois trop de gars, tu vois, quand je m'entraîne à la salle de sport, par exemple, les gars, tu vois, je dis, ouais, tu l'as senti comment ta barre et tout, et le gars, il en sait rien, tu vois, il court vers son trépied, il veut voir la vidéo, tu vois. Et même si le feeling sous la barre, il était catastrophique, le gars, il va regarder sa vidéo, il va faire, ah ouais, j'étais bien là, tu vois. Et, Ouais, je suis d'accord. et en fait, le problème avec ça, c'est que du coup, il y a pas mal de trucs déjà que tu pourras pas voir à la vidéo en fonction de l'angle, parce que bon, évidemment, il y a des angles qui sont plus propices à voir certaines choses, etc. Mais de manière générale, tu peux jamais tout voir d'un coup. Et il y a des trucs qui se verront jamais du point de vue visuel. Il y a des trucs qui sont vraiment de l'ordre intrinsèque. Et c'est pour ça que souvent on dit qu'il y a une part d'exploration au niveau de la technique. Il faut tester des trucs, etc. Mais se concentrer uniquement sur le visuel, c'est le meilleur moyen de faire de la merde, en fait. Au bout d'un moment. Et puis, ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser à un post là, de Mike Tusher là, qu'il a posté dans la semaine. C'est que en fait, il y a quand même des trucs basiques, tu vois, d'une technique bonne, genre que tu peux voir objectivement d'un point de vue standard, tout ça. Mais il y a une grosse partie en fait qui rend une technique excellente, qui est invisible à l'œil nu, genre. Il y a des trucs qui sont physiologiques que il y a juste le lifter qui sent.
et que tu pourras jamais voir juste en regardant une vidéo et comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, vraiment se fier 100% à ce qui se passe sur la vidéo et complètement jeter le ressenti, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Après, honnêtement, je pense que tu peux quand même avoir une technique excellente juste en te basant sur le visuel. Tu vois. Déjà, si tu arrives à positionner tes hanches comme tu veux, à pas avoir la barre qui roule, etc., je pense que tu peux déjà arriver à un bon 8-9/10 sur la technique. Et après, je pense que les 1 ou 2 points à chercher pour atteindre une technique parfaite, si tant est que le parfait existe, là, je suis d'accord, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, parce qu'il y a des trucs, encore une fois, qui vont pas se voir mentalement. Tu vois. Il y a des trucs, je sais que. Moi, il y a une cue que je donne souvent, c'est, tu sais, compresse-toi sous la barre au squat, tu vois, genre tasse ta colonne, mérite le fait de rapetissir, tu vois. Et en fait, ça se voit pas, tu vois. Genre, tu sais, ça va pas faire comme dans les Looney Tunes où le mec, il va se compresser sous la barre. Ça va pas se voir. C'est une sensation, tu vois. C'est pour ça qu'on dit meet me halfway quand tu benches, etc. C'est que le torse, il n'est pas censé monter vers la barre. Le torse, il est censé être déjà haut, tu vois. C'est plus une question d'intention plutôt que quelque chose que vraiment visuellement tu peux observer. En fait, tu peux le voir quand même un peu. Genre Malik Triolet, quand tu Ouais. vois faire ses grands bench à 220 kg, tu sens que sur sa descente, il envoie encore plus ses scapula vers l'arrière, qui rétracte, et que ça lui laisse encore plus de place pour monter son torse. Et que après, Ouais, mais du coup, je vais te dire à ce moment-là, pourquoi tu commences pas avec le torse déjà haut au max, tu vois. Pourquoi faire? je pense pas que ça soit forcément la position de départ la plus confortable pour tout le monde. Moi, je sais que si je me force à avoir le torse forcément le plus haut possible dès la position de départ, je peux pas forcément tendre les bras, tu vois. Alors que quand je commence à engager, en fait, je sens que le triceps laisse déjà plus de place à la scapula d'aller en arrière. Et donc, je sais que je peux gratter un tout petit peu. Après, Mais du coup, ça veut dire que quand tu vas pousser, après, du coup, logiquement, ton torse, tu l'envoies dans l'autre sens. ouais, un peu. Mais du coup, ça veut Je dire me que pousse contre le en fait, banc, ce qui genre. se passe, c'est que toi, du coup, tu te retrouves à avoir les épaules. Merde, pardon, la caméra. Attends, hop. Tu te retrouves à avoir du coup les épaules. En fait, tu sais, tu pousses comme ça. Tu fais genre hop, comme ça. Et après, tu pousses, tu fais ça, tu vois. Pas complètement, mais ouais, Un peu, ouais. il y a un petit degré de liberté sur mes Ouais, mais scapulaires. là, Je ne laisse c'est même pas pas de la fixer sur le liberté. banc. Du coup, forcément, tu te retrouves à. Genre, je vois mal comment tu peux faire ça. Genre, tu sais, tu vas. Enfin, pour moi, il y a forcément un moment où tu vas shrug ou alors tu vas perdre quelque chose, en fait. Et tu sais, genre, c'est pas le moment où tu as envie de Je suis perdre pas quelque chose. convaincu. J'ai pas l'impression de complètement perdre ma position quand j'enchaîne les répétitions sur une série et tout. Je sais qu'avant, c'était plus problématique. Genre, je pouvais pousser et vraiment complètement perdre la dépression scapulaire. Et j'ai l'impression, en tout cas, que d'un point de vue rétraction, genre, je suis au max quand je suis sur la poitrine et qu'après, forcément, mes scapes, elles s'éloignent un peu quand je pousse. Tu te replaces entre les reps ou pas? Non. Ok, ça va, t'as de la chance. En fait, je me place pendant la descente, Ok, je me ouais. dis plutôt. Ouais, tu te sers de la descente pour optimiser ton placement. Ouais. Ce qui est une bonne cue au bench aussi, hein. Moi, je trouve que si Ouais, attends, justement attends. Moi, je serais plus. Moi, je Non, ferais bon, on attention. fera un podcast sur le bench. Et Ok, attends, une autre on clôt raison, le Romain. bench. On clôt le bench. Vas-y, Eliam, dernière raison et on Une clôt le autre bench. raison, c'est que les gens qui n'ont pas d'amplitude, ils peuvent donner peut-être une illusion d'être un peu plus loin de la barre, tu vois, en n'étant pas au max de la hauteur de leur torse, tu vois. Et après, ils peuvent monter, tu vois, pendant la descente et duper un peu les arbitres, tu vois. Alors que quand tu commences et on voit que la barre, elle est à ça de ton torse, là, l'arbitre, il se prépare déjà à mettre le jaune, tu vois. Ouais, mais je pense là déjà c'est trop tard vu que t'as donné le tips, la queue elle marchera plus. Tu vois. C'est Terminé. fini, ça. Terminé. C'est patch, c'est patch. La mise à jour est arrivée. La mage est arrivée, les gemmes ont choisi que c'était ban. Ok, si on essaye de. Juste pour terminer, une petite question simple, en une phrase, deux phrases. Comment on choisit son degré de spécificité quand on commence, quand on fait sa proc, quand on veut essayer de progresser un peu plus? Comment on choisit à quel point on doit être spécifique selon vous? Et à ce moment-là, est-ce que tu peux préciser un peu plus? Disons, partons du principe que, bon, je prends l'exemple du power, mais le street, le même exemple s'applique, hein, mais je donne cet exemple du power. Tu veux devenir fort, tu veux faire une coupe, tu veux faire du SBD, on est d'accord, c'est ton objectif en tant que powerlifter. Tu veux faire monter tes perfs. Il y a un moment donné, quand tu commences en power, tu as un peu plusieurs écoles. Il y en a qui vont te dire, bah écoute, tous les samedis, c'est le SBD Saturday avec singlet, single sur les 3 mouvements et peu de back-off pour la spécificité. Et tu en as qui vont te dire, pop, 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 non, 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 tu vas me faire un 5x10 au bench. Tu vas faire une séance pec, une séance un peu cuisse pour te créer une fondation, entre guillemets. Et toi, tu es au milieu. Et en général, tu dois doser, en fait. Tu te dis, OK, les deux me proposent peut-être quelque chose de
plus ou moins extrêmes. Évidemment, je caricature un peu parce que personne ne propose ça dans l'absolu. Je prends vraiment des pôles vraiment qui seraient le bro muscu qui dit faut faire du bench halter avant de faire du bench classique. Tu vois, vraiment les deux pôles. Travailler l'intérieur. Voilà, l'intérieur des pecs en squeeze press, tu vois. Où est-ce que tu situes ton degré de spécificité? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être sur tout, hein, ça peut être sur les standards, enfin le standard évidemment, il faut être au standard de compte, mais ça peut être sur tes singles, ça peut être peu importe. Eliam, dis-moi pour la spécificité. Je lève la main. Ça me fout droit quand tu Vas-y, tu lèves la main. Je dirais que les paramètres que je regarderais pour déterminer le degré de spécificité, bon, déjà la maturité dans le sport. Je pense que un athlète plus mature est plus capable de gérer en fait un entraînement très spécifique. Je dirais aussi la capacité de récupération qui est plus ou moins liée du coup aussi à la maturité. Et je dirais aussi la période dans la saison. C'est-à-dire que forcément à l'approche d'une compétition, j'aurais plus tendance à utiliser cet outil pour aussi, parce que je sais qu'il y a un gros impact mental. Tout simplement, un athlète qui sait qu'il a squat une charge comme ça, là, en single, à un mois de sa compète, il sera peut-être plus serein. Alors que peut-être que tout ce que tu lui fais faire, qui n'est pas forcément aussi spécifique, pourrait lui permettre d'avoir le même résultat. Tu vois. Mais rien que la sérénité peut lui permettre aussi de mieux exécuter le jour J. Donc voilà, je pense que c'est des variables importantes à regarder. Puisqu'il faut aussi contrôler la vitesse de progression du lifter. Je pense que ça serait peut-être un peu dangereux d'exposer certains lifters à un certain degré de spécificité, puisque juste derrière, la récupération ne suivrait pas et au final, je pense qu'on ferait plus de mal que de bien, en fait. Romain? Moi, je pense que je vais essayer de résumer ça simplement. On va dire s'entraîner suffisamment spécifique pour être efficace sur du lourd et bon techniquement. Et avec les ressources qui nous restent, travailler sur le reste, c'est-à-dire chercher à avoir des qualités physiques globales, genre une bonne hypertrophie générale, etc. Arrêtez de chercher à être fort sur le SBD, soyez fort tout court et soyez bon techniquement sur le SBD et tout ira bien dans votre vie. Ne pas oublier le athlétique de force athlétique. Ok, bon, ça me va bien. Bonne phrase pour la fin. Moi, je m'étais dit, je vais sortir la phrase de Sean Noriega, les powerlifters doivent être des bodybuilders spécifiques. Voilà, c'est tout ce que je. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est trop facile. Ça veut dire qu'il faut être super fort, il faut s'entraîner sur tous les formats, il faut juste chercher ce truc, tu vois, faut être fort sur tout en fait. Faut pas se dire ok sur le SBD je pousse et sur le reste bah, j'attends un peu, c'est des assistances. Non, sois à fond sur ton SBD, c'est-à-dire aussi. Ne sois pas un assisté. T'as tous les jeux de mots entre spécifique et assisté. Vas-y, Eliam. En fait, moi, l'analogie que j'aime bien, c'est que en fait, un bon powerlifter, c'est Verstappen dans une Bugatti, tu vois. Genre, d'abord, tu mets un moteur de zinzin dans ta voiture, et après, tu mets Verstappen dedans. Et ça, la spécificité, c'est vraiment d'entraîner le pilote, tu vois, à savoir piloter la voiture de ouf. Avant d'être un bon pilote de F1, c'est juste un bon pilote. Voilà, tu mets Verstappen dans une Clio, même moi, je le fume. Bon, voilà, ça sera la fin de l'épisode. Mais... Et on verra, on mettra en vidéo s'il y a cette course. Je pense que tu serais surpris. Je serais peut-être surpris, mais bon. Et l'avantage que tu as en FA, c'est que la Bugatti, si tu t'entraînes pas trop mal, la Bugatti, tu peux la développer, c'est ton hypertrophie, tu vois. À un moment donné, tu peux partir quand même et développer, tu peux passer d'une Clio à, bon, peut-être pas une Bugatti, hein, si tu fais pas bien tes assistants. C'est pas camerounais, c'est mort. Voilà. Mais il faut vraiment faire là-dessus, faut construire la base. Mais voilà, je pense que ça conclut un petit peu ce qu'on voulait dire sur la spécificité pour essayer de pousser un petit peu le niveau du débat plutôt que est-ce qu'on est pour ou contre. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et puis on espère que chacun pourra trouver quelques petites pistes pour améliorer son entraînement, améliorer sa progrès et tout simplement essayer d'avancer dans sa carrière de lifter. Merci à tous pour votre écoute pour ce nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, si vous souhaitez travailler avec nous, vous trouverez l'ensemble des informations directement sur Instagram. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre rendez-vous
directement sur notre lien Calendly pour qu'on puisse discuter ensemble des stratégies les plus adaptées pour sortir de la stagnation, relancer un progrès, ou tout simplement, si vous avez un sujet que vous aimeriez aborder sur lequel on pourrait vous apporter notre expertise, vous pouvez directement réserver et on se fera évidemment un grand plaisir de vous aider.